J'appelle donc, dans une parfaite logique, après l'approvisionnement alimentaire, à l'agriculture urbaine, on va parler des moyens, de la logistique, j'allais dire, plus pure, avec Antoine Herbin, qui est directeur général d'Aropa, l'alliance des ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui est en plein dans l'actualité. Monsieur le président Kling le rappelait tout à l'heure, puisque le Premier ministre vient de faire des annonces concernant l'intensification de l'intégration des ports et le développement de la vallée de la Seine. Vous nous en direz un mot si vous voulez bien, monsieur Herbin. Jonathan Seban, vous dirigez la Sogaris, donc vous êtes présent à Rungis, mais bien au-delà, à Chapelle Internationale, et vous avez la réduction de l'empreinte carbone de la logistique comme souci majeur. Et enfin, Frédéric Delaval, vous êtes directeur du programme prioritaire commune de logistique urbaine du groupe La Poste. Et vous me le disiez en préparant cette matinée que la logistique, c'est depuis toujours le métier de La Poste, même s'il connaît ces derniers temps quelques évolutions majeures. Peut-être peut-on commencer avec vous, monsieur Delaval, puisque vous me disiez la Poste, finalement, jusqu'à présent, elle est connue surtout jusqu'à 30 grammes ou 30 kilos, et puis demain, ce sera jusqu'à 3 tonnes ou 30 tonnes, je ne me souviens plus, mais enfin, vous allez élargir la gamme, vous préparez, je ne sais pas si vous allez nous en parler, une nouvelle marque de logistique urbaine. Dites-nous comment, à l'heure des métropoles, de la transition numérique et de la transition écologique, un groupe comme La Poste, qui va changer d'actionnaire, je crois, dans l'année qui vient, il paraît, la Caisse des dépôts, je ne sais pas si elle est là tout de suite, évolue. Comment vous voyez ces questions? Alors, concernant le changement d'actionnaire, je vois que vous êtes mieux informé que moi, donc je vous laisserai seul juge de ces éléments. On verra dans le temps. Une chose est certaine, c'est que sur le domaine de la logistique, il faut le groupe La Poste, bien sûr, qui est un logisticien important, doit faire évoluer son modèle dans le sens où le besoin des populations et des consommateurs évolue. La première chose, c'est le développement du e-commerce. On assiste toujours à une envolée des volumes. Cette semaine, la FEVAD a publié ses chiffres de croissance du e-commerce. Certains acteurs ont publié les chiffres estimés du e-commerce d'Amazon et d'autres grands acteurs du métier. Véritablement, on constate encore, et ceci depuis plusieurs années, une croissance forte. Et il y a des relais de croissance supérieur à 10% au plan mondial, je crois, un peu moins en France. On va dire à peu près, en Europe, à peu près de 10%. Le fait est, c'est que même s'il y a des évolutions, peut-être un petit ralentissement de l'évolution, il y a d'autres relais de croissance qui vont arriver, qui sont le e-commerce alimentaire, par exemple, qui est en lien avec les discussions que nous avons eues tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres phénomènes de fond très importants que nous constatons, c'est que le vieillissement des populations, par exemple, amène le besoin de livraison encore plus important au domicile si les personnes veulent rester chez elles. Et puis, il y a d'autres éléments aussi extrêmement importants qui interviennent, c'est que le e-commerce a un impact sur le commerce physique et un certain nombre d'acteurs, de plus en plus, enfin les cœurs de ville, constatent que si le commerce physique disparaît, c'est aussi toute l'économie même d'une ville qui peut en dépendre par une attractivité qui en est moindre. Donc tout ça fait que des acteurs se mobilisent, les volumes augmentent. Donc on a véritablement, je dirais, une tendance extrêmement forte à revoir complètement tous les modèles de logistique. Alors nous sommes dit, vous le disiez tout à l'heure, on est un opérateur du 3 grammes au 30 kg de référence en Europe. Nous pensons que l'avenir n'est pas qu'à ça. Nous pourrons faire ces métiers-là uniquement si nous sommes capables de proposer aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités un service beaucoup plus large et qui nous permet d'embrasser un petit peu tous les types de flux ainsi que tous les volumétries. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, nous pensons que si nous voulons continuer à faire les métiers de la logistique dans le futur, la logistique de proximité, eh bien, il faut que nous soyons capables d'être un opérateur de mutualisation. Et nous basons notre réflexion sur la massification, la mutualisation, justement pour diminuer les externalités négatives de la livraison. Si nous sommes capables de mutualiser, si nous sommes capables de transporter plus dans des véhicules adaptés,
Ça veut dire ni plus ni moins réduction de la congestion, de la pollution, du bruit, et quelque part, c'est une amélioration de l'efficience économique globale. On perd moins de temps, moins d'énergie, on est plus efficace. Et puis, une chose extrêmement importante aussi, c'est que depuis à peu près 50 ans, on a vu que la logistique a été complètement rejetée des villes. Là, aujourd'hui, on en est sur Paris à avoir des plateformes extrêmement importantes au-delà de la N104, donc c'est vraiment la très grande couronne. Et nous pensons que si nous avons besoin de faire une logistique fine, égrenée pour chacun, il faut remettre de la logistique au cœur des villes. Donc ça veut dire réinvestir le cœur de ville, mais en accord avec les élus, en accord de la politique d'aménagement des territoires. Et en désaccord avec ce que disait Stéphane Layani, si vous l'écoutiez il y a un instant, ou c'est conciliable, ou c'est pas le même sujet? Nous ne sommes jamais en désaccord avec M. Layani, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir des nuances ou des visions presque similaires. Non, nous, entre guillemets, pour nous, par exemple, la situation du mine de Rungis, c'est une plateforme avancée, si vous voulez, par rapport à la, comment dirais-je, aux grandes plateformes. Non, mais concrètement, il disait que si on multiplie les centres de logistique de taille petite ou moyenne, on multiplie les camions, que c'est pas la bonne solution. Il semblait affirmer ça de façon très nette. Chacun son métier dans ces cas-là. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que nous pensons que mettre des grandes plateformes au cœur de Paris, ça n'est pas la solution, ça nous sommes d'accord. Par contre, mettre des établissements de services au cœur de ville, de 300, 400 mètres carrés, qui permettent de réceptionner rapidement des marchandises pour pouvoir ensuite les distribuer en chariot, en vélo, à pied, en cargo, etc., en vélo-cargo, etc., avec des moyens à faible émission et tout ça dans un écosystème qui acceptent cette logistique égrenée, nous pensons que c'est une façon de réinsérer la logistique au cœur de ville, de réinsérer le service de plus en plus important, de continuer à développer le service au cœur de ville. Et bien sûr, ces établissements de proximité doivent être approvisionnés de manière, je dirais, coordonnée, et donc avec des moyens qui vont chercher à l'extérieur des villes, de manière massifiée, les produits pour les rentrer dans la ville. Mais il ne faut pas oublier une chose importante, juste pour terminer, c'est qu'on ne fait pas que rentrer des flux dans la ville, il faut aussi les sortir. Et donc les mêmes moyens doivent servir à rentrer, mais aussi à sortir tous les produits de la ville, qui peuvent être des recyclables, la reverse logistique et tous les autres produits. Un mot sur Urbic, sans faire trop de publicité, mais vous m'en parliez en préparant ce rendez-vous. C'est gentil. C'est une nouvelle offre qui arrive là? En fait, nous avons décidé de développer avec des partenaires économiques, dont la Caisse des dépôts et consignations et le fonds d'investissement Déméter, un réseau de sociétés sur l'ensemble du territoire qui va rendre ce service dans chaque métropole. Et nous ne le faisons pas qu'avec ces investisseurs nationaux, nous le faisons aussi avec des investisseurs locaux pour faire en sorte que chaque société soit design ses services en fonction du besoin de chaque métropole. Pourquoi ? Parce que je vais prendre des exemples, Paris, Grenoble, Bordeaux, Lille, Strasbourg, excusez-moi, j'en oublie d'autres, mais ont toutes une géographie, un écosystème, une politique, un système social qui est différent. Et donc de ce fait-là, il faut que les sociétés que nous développons soient à la fois coordonnées au travers d'une marque et d'un réseau, mais en même temps qu'elles soient fortement ancrées dans les besoins locaux de services à la métropole. Merci infiniment. Jonathan Seban, dites-nous, vous, quelle est votre vision sur la bonne organisation entre ces fameux immenses centres logistiques au-delà de la N104, les choses intermédiaires et puis la logistique urbaine. Tout ça est en pleine mutation avec des équipements comme Chapelle Internationale que vous avez réalisé et qui a été inauguré il y a un an et qui est, lui, qui favorise le multimodal. Dites-nous un peu comment vous voyez les choses. Peut-être commencer par dire que la logistique est une activité en totale révolution. Frédéric l'a dit avant moi, mais pour revenir juste là-dessus, parce que je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui permet de mieux comprendre la manière dont les investisseurs immobiliers que nous sommes construisons aujourd'hui des réponses à ces nouveaux besoins. 3 leviers, me semble-t-il, de cette transformation radicale aujourd'hui de l'activité logistique au sens large du terme. Le premier, il est financier. Il faut se rendre compte qu'on est dans un moment de notre économie où les taux sont extrêmement bas et où nombre d'investisseurs aujourd'hui cherchent des activités à rendement plus élevé que ce qu'ils trouvent traditionnellement sur le marché immobilier ou sur les marchés financiers. La logistique
est une activité qui est aujourd'hui en pleine croissance aussi pour ça, parce qu'elle propose des taux de rendement plus importants et que, de fait, on voit s'engouffrer aujourd'hui un certain nombre d'investisseurs qui viennent d'une certaine manière bodybuilder le marché immobilier logistique et donc construire une demande, en tout cas amener une réponse à une demande extrêmement forte. Vous le chiffrez, le rendement actuel aujourd'hui Les taux de rendement logistique aujourd'hui, ils sont dans les zones les plus tendues, on descend en dessous de 5%, et traditionnellement, la logistique avait des taux de rendement au-dessus de 7%. Voilà. Comparé avec le bureau, dans les endroits les plus tendus, on peut descendre très largement en dessous de 3, voire atteindre des seuils de 2. Donc on voit bien qu'on est sur des choses qui sont aujourd'hui, en tout cas, plus attractives pour les investisseurs. C'est ce qui fait que vous avez une tension sur le marché. Deuxième raison extrêmement importante, c'est une donnée territoriale. Vous avez, ça a été dit en introduction par Saskia Sassen, un tropisme particulier des grandes agglomérations mondiales. Concentration des centres de décision, concentration des centres de consommation. Et de fait, vous avez un réagencement aujourd'hui des infrastructures logistiques autour de ces grandes métropoles, autour de ces grandes villes, parce qu'on vient à un moment donné concentrer les besoins. Dernier levier, c'est le levier de société, si j'ose dire. Frédéric l'a dit, le e-commerce est un élément de transformation fondamental de nos usages de consommation. Je pense qu'il faut appréhender ça. Ce n'est pas simplement le fait de commander sur Internet et d'attendre que son colis vous soit livré en 2 heures. C'est aujourd'hui une transformation très profonde de la manière dont on consomme. Ça touche évidemment les citoyens que nous sommes tous, mais ça touche aussi les professionnels aujourd'hui dans leur volonté à obtenir un produit donné dans un temps donné. Et donc ça fait évoluer de près ou de loin l'ensemble des chaînes logistiques, des entreprises qui sont directement dépendantes de l'activité de distribution et singulièrement dans les grands centres de consommation que j'évoquais tout à l'heure, que sont les villes mondiales. Donc ces 3 éléments-là aujourd'hui structurent une modification radicale de l'activité logistique au sens large. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate sur le marché physique de l'immobilier logistique? C'est 2 très grandes tendances qui, mine de rien, ne se démentent pas depuis quelques années maintenant. Vous avez à la fois le développement de ces entrepôts géants, ce qu'on appelle entrepôts XXL, donc c'est 50 000, 100 000, 150 000 mètres carrés. Alibaba développe un entrepôt dans la banlieue de l'aéroport de Liège de 220 000 mètres carrés. Rendez-vous compte, 220 000 mètres carrés. C'est une mini-ville, un mini-quartier, si vous voulez. Ces entrepôts-là, ils sont énormes parce que pour les acteurs de la grande distribution et du e-commerce, ce qui structure radicalement ce marché, c'est 75% de la demande placée l'année dernière, c'est la possibilité de pouvoir massifier, agréger l'ensemble de leurs références, sont des bases de lancement vers les grands centres de consommation. Vous me disiez que New York vient d'inaugurer un immense espace, j'allais dire intramuros, je ne sais même pas si c'est dans Manhattan ou... Il y a un gros projet à New York de plus de 200 000 mètres carrés. On voit qu'aujourd'hui, les grandes villes, mais c'est à Londres, vous voyez aussi des grands centres comme ça. Alors, c'est peut-être les fameuses plateformes logistiques qu'évoquait Stéphane Layani. En tout cas, je fais ce rapprochement-là. Nous-mêmes, Sogaris, nous sommes propriétaires d'une grande plateforme à Rungis de 200 000 mètres carrés. Mais on voit que ces grandes plateformes ou ces grands entrepôts aujourd'hui sont, je dirais, une tendance lourde pour venir agréger nombre de références et, comme je le disais tout à l'heure, constituer des bases de lancement de la distribution vers les cœurs d'agglomération. Du coup, vous avez la deuxième tendance, complémentaire de la première. Il n'y a pas, si vous voulez, une logistique en gants blancs et une logistique d'entrepôt. Il y a vraiment une interdépendance profonde des flux. C'est la logistique urbaine. C'est la construction aujourd'hui d'un maillage territorial, très urbain, qui permet de faire converger effectivement ces flux de marchandises et ensuite de les expédier vers les cœurs d'agglomération de manière fine, si j'ose dire, en tout cas avec des véhicules plus petits, plus légers, plus propres. Et pourquoi ? Parce que vous avez une autre tendance très très lourde aujourd'hui dans les très grandes villes, c'est que les politiques publiques se radicalisent en matière de lutte contre le dérèglement climatique et en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Aujourd'hui, il est plus difficile, quoi qu'on en dise, de faire circuler des camions à Paris que ce n'était le cas il y a encore 10 ans. Et je prends le pari ici que ce sera encore plus difficile demain que ça ne l'est aujourd'hui. C'est un mouvement de l'histoire qui est intégré par nombre de chargeurs, par nombre de grands comptes, La Poste en premier lieu, Frédéric en parlera mieux que moi, mais c'est globalement une donnée structurante du marché émergent de la logistique urbaine. Alors, fort de cela, je réponds donc à la question. Voilà. La vision qu'on a à Sogaris aujourd'hui, c'est le développement d'un réseau dans cette zone du Grand Paris qui va de Notre-Dame jusqu'à la 86. On est dans la logistique urbaine au sens large du terme, avec des plateformes
plutôt dans l'environ de la 86, qui viennent d'une manière ou d'une autre se brancher sur les grands systèmes de desserte, les grands systèmes autoroutiers, qui viennent capter des flux internationaux, nationaux, et ensuite permettre de les expédier vers le cœur d'agglomération. Et ces plateformes, on peut les relayer par des bâtiments qui sont plus urbains, comme un hôtel logistique. Alors c'est ce que nous avons développé à Chapelle Internationale, c'est ce que nous développons à Vitry. Ce sont des bâtiments qui font 10 000, 20 000, 30 000 mètres carrés, mais qui sont localisés à l'intérieur de quartiers urbains, à l'intérieur de la ville. Vous allez en faire un à Bercy aussi? On va en faire un à Bercy, effectivement, on y travaille. L'enjeu, c'est quoi? C'est de faire revenir la logistique en ville, Frédéric l'a dit avant moi, et d'optimiser à la fois les infrastructures d'arrivée et en même temps de peser autant que possible sur la pratique des professionnels pour que ce qui en repart soit compatible avec ce qui est aujourd'hui le fonctionnement urbain, donc c'est-à-dire moins de camions, moins de pollution et moins de congestion. Dernier maillon de la chaîne, c'est des petits sites que nous appelons les sites de proximité, entre 1000 et 5000 m², qui se positionnent, je dirais, utilement à l'échelle des centres-villes. Et là, on est véritablement sur des actifs immobiliers qui répondent parfaitement aux besoins de la livraison du dernier kilomètre. Et on voit que globalement, les preneurs de ce type de site sont véritablement les acteurs que vous connaissez tous quand vous commandez sur Internet et vous cliquez à la fin sur qui vous livre. Et le multimodal dans tout ça? Alors, le multimodal, pour remettre là encore les choses en perspective, mais je pense qu'Antoine Berba en parlera mieux que moi, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu essentiel qui est la compatibilité des activités de logistique avec le fonctionnement urbain. Premier élément très important, peser autant que possible sur les conditions d'exploitation pour que l'environnement soit intégré directement par les professionnels. Ça, c'est ce que nous faisons en l'espèce lorsque, dans les liens contractuels qui nous unissent à nos locataires, nous imposons des systèmes de passage au véhicule propre, typiquement. Mais on peut aller encore plus loin quand c'est possible, en utilisant effectivement l'opportunité du fer ou du fleuve pour promouvoir une activité multimodale de la logistique. Alors, attention, c'est que il faut se dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de la logistique urbaine. C'est une réponse parmi d'autres, et notamment le passage par le fleuve, le passage par le fer, même si on va dire les choses se démocratisent un peu plus aujourd'hui, elle est quand même très largement liée à la nature des marchandises que vous transportez. Elle est aussi liée à votre capacité à un moment donné de chargement. Typiquement, Chapelle Internationale est connectée au fer. Un train de marchandises, c'est 30 wagons, c'est à peu près 30 camions. D'accord ? Trouver un acteur aujourd'hui à Paris qui fait venir 30 camions par jour de marchandises, il n'y en a pas 50, il y en a quelques-uns, il faut travailler avec eux pour voir comment on sait effectivement faire évoluer leur chaîne logistique. Mais voilà, on est sur une typologie de marchandises, une typologie de tonnage, et je dirais même une typologie de process industriel qui est spécifique. Donc il faut y travailler, je pense que globalement, le temps nous donnera raison, on va arriver progressivement à un passage des 90% aujourd'hui de flux camions vers du fleuve et vers du fer. Avec le temps, c'est indéniable, mais il faut y travailler en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ces modes de transport. Parce qu'aujourd'hui, chacun l'a compris, la route demeure moins chère, quoi. C'est ça le sujet, finalement, pour bien des marchandises. Alors, la route demeure effectivement moins chère, nonobstant ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation des coûts liés notamment à la congestion. Un élément très important, on l'oublie souvent, c'est le sujet social. Savoir que les coûts sociaux du transport de marchandises routier ont très largement, si vous voulez, équilibré l'augmentation des coûts liés notamment à la congestion et aux difficultés d'approche au sein des grandes métropoles. C'est un élément qu'il faut aussi intégrer dans la réflexion, pas forcément simple, vous l'imaginez, dans un processus industriel. Après, vous connaissez comme moi, je dirais, typiquement les perspectives aujourd'hui d'évolution de la circulation des véhicules diesel à Paris et dans le Grand Paris. On voit qu'on va progressivement vers une augmentation des coûts. Donc, il faut trouver des modes alternatifs qui donnent la capacité à y faire face. Oui, vous me le disiez tous les deux, Monsieur Delaval et Seban, les marges sont faibles dans le monde des transports et donc les acteurs sont extrêmement réactifs aux incitations fiscales, pour ne pas dire aux taxes. Alors là, les marges sont très très faibles puisqu'il n'y a pas très longtemps, il y a un article dans Le Monde qui a été écrit qui expliquait que les marges sont très faibles, les coûts sont de plus en plus élevés, les contraintes de circulation dans le cœur de ville amènent derrière
des obligations, je dirais, en termes d'équipement, mais aussi en termes de contraintes de livraison de plus en plus fortes, on se retrouve dans des situations un petit peu difficiles, et ce qui nuit aussi à la, comment dirais-je, à la valorisation du métier en lui-même et à son développement par la suite, simplement en termes de recrutement de personnes. Monsieur Herbin, comment s'inscrit le fleuve, la perspective du Havre, ce Grand Paris jusqu'au Havre, jusqu'à la mer, qui faisait l'objet d'un colloque l'autre matin. Comment vous voyez ces questions? Le Premier ministre y attache une importance grande. Oui, il a eu l'occasion effectivement de faire un discours spécifique sur le sujet la semaine dernière, dans lequel il a notamment annoncé la nomination de Catherine Rivoillon, qui est une professionnelle de la logistique, en tant que préfiguratrice de Aropa, Aropa 2.0 ou 4.0, puisque Aropa existe déjà via un GIE, mais existera au plus tard au 1er janvier 2021 via un établissement unique, maritime et fluvial. Et je crois que c'est un peu la spécificité des éléments que je peux vous apporter aujourd'hui, ce lien avec la mer, ce lien avec l'international. Aujourd'hui, c'est un GIE, c'est ça? Alors aujourd'hui, nous sommes 3 établissements publics gérant le port du Havre, c'est le grand port maritime du Havre, le port de Rouen et le port de Paris, 3 établissements publics, 2 grands ports maritimes, un port fluvial. Un GIE créé depuis 2012 pour le compte des 3 ports, avec une centaine de salariés, développe une vision stratégique, font de la promotion, du développement commercial, du développement multimodal et de la communication. C'était une première étape d'intégration. Et ça a donc tellement bien marché, c'est une tellement bonne idée, qu'on va passer à une deuxième étape d'intégration en fusionnant, en intégrant les 3 établissements publics en un seul établissement public maritime et fluvial avant le 1er janvier 2021. C'est la mission que le Premier ministre, la semaine dernière, a confiée à Catherine Rivoillon. Moi, en débutant rapidement mon intervention, j'ai un peu envie de répondre à la question, et en totale complémentarité avec les 2 interventions précédentes. La question étant, est-ce que finalement l'approvisionnement des villes est un facteur limitant du développement de la métropole ou potentiellement limitant du développement de la métropole? Je vais faire une réponse de Normand. Aropa est normand et francilien, hein, donc c'est oui et non en fait. Non, dans la mesure où finalement, comme les personnes, les marchandises trouvent toujours leur chemin. Donc voilà, mais ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas au même coût économique, ça ne se fait pas avec la même qualité de service, ça ne se fait pas non plus au même coût sociétal vis-à-vis des externalités que génère le transport. Et donc c'est là-dessus, naturellement, qu'il faut travailler. Donc oui, la mauvaise qualité de l'approvisionnement peut constituer un frein au développement, du moins à la forme de développement, à la qualité du développement, à son acceptabilité. Et en cela, le fait de disposer d'une façade maritime, puisque aujourd'hui, la grande partie du commerce international se fait par la mer, est un atout. Le fait de disposer de Aropa pour la métropole parisienne est un atout. C'est une ouverture sur la mer qui concentre donc aujourd'hui le commerce et la logistique internationale. Et cette connexion à la mer, complétée au sein de Aropa par un réseau de plateformes multimodales jusqu'au cœur de l'agglomération parisienne, permet de constituer un ensemble logistique qui est une garantie de construction de chaînes de supply chain à la fois internationales, maritimes, fluviales, de l'international jusqu'au quai fluvial dans le cœur de Paris. Donc on est sur un ensemble qui apporte une offre globale, une offre de supply chain globale. Et pas seulement, je ne veux pas interrompre votre plan, mais pas seulement pour le vrac ou les céréales, également pour le colis finalement. Oui, enfin, nous avons, je reviendrai peut-être un peu dans le détail sur les marchandises dont on parle en fait, mais c'est extrêmement diversifié. C'est naturellement pas uniquement le colis, c'est du vrac liquide d'abord. Enfin, je veux dire, on consomme de l'énergie tous ensemble. On prend l'avion aussi, hein, on a des grands aéroports également à approvisionner. Donc aujourd'hui, il y a 90 millions de tonnes de marchandises qui sont passées, 92 qui sont passées par Aropa, marchandises échangées par la mer à l'international. 50%, c'est des hydrocarbures. Ces hydrocarbures, pétrole brut, pétrole raffiné, alimentent des raffineries locales, 2 en Normandie, 1 en Seine-et-Marne, qui alimente, elle, la moitié nord du pays.
L'ensemble de ce dispositif est relié par pipe. Il n'y a pas de camion, finalement, pour le transport du pétrole. Entre l'arrivée par bateau, l'alimentation des raffineries, l'alimentation des dépôts pétroliers dans les terres, tous les échanges de vrac liquide se font par pipe. On a d'ailleurs des dépôts pétroliers sur le port de Gennevilliers. Et c'est par là, notamment, que passe le kérosène qui alimente Roissy et Orly, qui consomment 80% du kérosène consommé en France. Donc, vrac liquide. Bon. Après, conteneurs. Effectivement, dans les conteneurs passent conteneurs maritimes, donc c'est un mode de transport qui s'est développé depuis les années 60-70. Un conteneur est normalisé partout dans le monde. C'est les mêmes outils de manutention qui sont utilisés partout dans le monde. Les bateaux ont confortablement grandi pour faire baisser les coûts de transport de ces conteneurs. Aujourd'hui, on peut transporter jusqu'à 22 000 conteneurs équivalent 20 pieds sur un seul trajet, donc c'est considérable. C'est potentiellement 1 milliard ou 2 milliards de valeur de marchandises sur un seul bateau. Et donc, ces conteneurs, on en a 3 millions qui passent par notre port en 2018. À peu près 1 million dans du transbordement ship-to-ship, de navire à navire. Donc ça, c'est un sujet logistique propre aux armements maritimes, à leur propre organisation pour répondre à leurs clients. Et 2 millions dans des échanges commerciaux avec l'Interland. Et sur ces 2 millions, il y en a à peu près un tiers à destination de l'Île-de-France. 600 000, 700 000 conteneurs maritimes. Et sur ces 600 000, 700 000 conteneurs maritimes, il y en a à peu près 20% qui arrivent jusqu'à l'Île-de-France par le fleuve et qui sont débarqués, donc qui sont arrivés par la mer. Là, je suis dans le schéma importation, mais il y a aussi naturellement de l'exportation. Pour autant, l'Île-de-France est plutôt importatrice qu'exportatrice. Et les autres, c'est par la route, les 80%? Et les autres, c'est par la route et par le train. Mais le train a globalement perdu du terrain en France. Enfin, le transport ferroviaire de fret a perdu du terrain en France. Et c'est très largement un axe de progrès, progrès collectif. Mais je pense ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre affaire, la métropole parisienne a plusieurs outils logistiques de dimension internationale. Elle a Aropa, qui est sa façade maritime. Elle a Roissy, qui aurait pu être là, en fait, sur le 4e siège vide, qui est également, naturellement, un outil de logistique internationale, puisque Roissy est le premier aéroport de fret en Europe. Et que c'est des solutions qui sont relativement, je pense, efficaces d'ores et déjà aujourd'hui. Si on reste sur l'exemple du conteneur, donc votre conteneur, si vous l'exportez à des stations des États-Unis en 8 jours, si on est connecté à 700 ports dans le monde, en 8 jours, il est à New York. En 10 jours, il est à Montréal. Si vous importez un conteneur depuis Shanghai, il va mettre à peu près 28 jours à arriver jusqu'au Havre. Ensuite, il va potentiellement prendre un transport fluvial jusqu'à Gennevilliers. On est connecté tous les jours par des services réguliers de transport de conteneurs maritimes entre Le Havre et Gennevilliers. On a déjà 20-25% de part de marché donc sur ces échanges entre Le Havre et l'Île-de-France. Les marchandises vont potentiellement être dépotées, le terme n'est pas très élégant, mais c'est le terme, dans un entrepôt. On a 2,7 millions de mètres carrés d'entrepôts installés sur nos différents ports. Et puis dans des chaînes logistiques très particulières, que l'on met en avant parce qu'elles sont emblématiques, on peut aller jusqu'au magasin, y compris en utilisant le transport fluvial. Donc on a juste 10 secondes sur cet exemple intéressant, je pense. On a l'ancienne Franprix, donc qui est très bien implantée dans Paris et autour de Paris. Il y a plus d'une centaine de magasins dans Paris, qui depuis maintenant 6 ans alimente ces magasins parisiens par le fleuve. Depuis le port de Bonneuil-sur-Marne, tous les jours, vous avez un bateau qui part avec une quarantaine de conteneurs qui vient donc du Val-de-Marne. Les conteneurs ont été préparés avant. Ces conteneurs-là arrivent donc la nuit sur le petit port de la Bourdonnais qu'on a aménagé pour ça. La Bourdonnais, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Et à cet endroit-là, vous avez une dizaine de camions qui assurent des rotations pour livrer en produits secs. Le fret ne passe pas par ce vecteur-là. Une centaine de magasins dans Paris.
Je vous pose 2 questions en une, comme le temps passe. Comment vous expliquez en un mot, parce que je sais que c'est compliqué, on en a beaucoup parlé l'autre jour lors du colloque sur un repas avec le Premier ministre, comment vous expliquez la baisse de la part du ferroviaire, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette part réaugmente, si j'ose dire? Et puis la deuxième question, c'est, on est ici aussi à l'occasion du fabuleux projet du Grand Paris, et comment le fleuve peut être un vecteur d'acheminement, d'évacuation des 30 ou 50 milliards de tonnes de déblais du Grand Paris. Deux questions. Donc, alors, d'abord, il faut se réjouir de la compétitivité de la route. Millions de tonnes, peut-être que milliards de tonnes. Je crois que c'est 45 ou 46 millions de tonnes d'évacuation de déblais à faire dans le cadre de la construction du métro. Donc d'abord, il faut se réjouir de l'agilité, de la compétitivité du transport routier. C'est un élément important de notre compétitivité économique globale. La route est hyper compétitive, hyper agile, et donc le sujet est capable de transporter quelques kilos jusqu'à quelques tonnes, sur de la courte distance, sur de la moyenne distance, sur de la longue distance. Donc le sujet, c'est comment on fait que le transport fluvial et le transport ferroviaire deviennent eux aussi compétitifs et plus agiles. Pour le transport ferroviaire, ça passe certainement dans la qualité des sillons ferroviaires sur le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire, il est partagé entre les marchandises et les personnes. C'est un réseau sur lequel on réinvestit aussi massivement pour sa rénovation. Donc, quand vous additionnez en termes de capacité sur ce réseau les besoins de transport de personnes, naturellement, les besoins de transport de marchandises et les travaux qui impactent la capacité, il reste finalement pas grand-chose. Et si vous considérez que ce pas grand-chose, finalement, que, disons, le fret ferroviaire est comment dire, le facteur d'ajustement, c'est-à-dire ce qui est le moins important entre les passagers, les travaux de rénovation et le fret ferroviaire, à la fin, vous laissez à la place une place au fret ferroviaire qui ne va pas correspondre à son besoin, qui ne va pas correspondre aux besoins du client final. Et donc, on travaille maintenant depuis plusieurs années avec SNCF Réseau et les entreprises ferroviaires pour essayer de leur donner des sillons ferroviaires sur la vallée de la Seine de meilleure qualité qui correspondent effectivement à leurs besoins. Il faut avoir une logique, comme pour les passagers, de gare à gare. La marchandise, elle ne doit pas passer quand il y a le temps de la faire passer. Elle correspond, elle aussi, à une logique de service au client, de manutention aux deux extrémités, et donc tout ça doit être coordonné. Donc il faut apporter aussi un meilleur service en termes de qualité de sillon ferroviaire, de place faite au fret ferroviaire sur le réseau ferré. Voilà, pour lui donner plus de fiabilité et puis aussi plus d'agilité. Et pour ça, il faut construire de nouvelles lignes ou c'est pas forcément la solution, c'est aussi du management ou je ne sais. Avant tout, c'est de gérer au mieux ce qu'on a déjà. Hein. C'est la base dans toute chose. Donc il faut mieux gérer la capacité et prendre en compte le besoin du fret comme on prend en compte le besoin des passagers, comme on prend en compte le besoin de travaux et pas au dernier moment. Et puis, effectivement, il faut aussi investir parfois spécifiquement pour le fret ferroviaire. Et c'est les gros investissements qui sont faits sur un itinéraire alternatif sur la vallée de la Seine, qui passe par le nord, Serqueux et Gisors, financés par l'Europe notamment. Sur les déblais de chantier. Exactement, parce qu'on avance, on en a déjà parlé, enfin chaque année on en parle, mais là, les déblais, vu que les tunneliers creusent, j'imagine que les déblais vont commencer, les déblais arrivent. Oui, alors effectivement, c'est le plus grand chantier d'Europe, ça a été dit en introduction de cette journée. Singulièrement, construire un métro, c'est construire un trou en fait. Hein. Donc, vous avez beaucoup moins de matériaux de construction que de déblais à évacuer. Donc ce sujet des déblais, ce sujet de leur voie d'évacuation, de leur potentielle nécessité de traitement aussi est déterminant. Et singulièrement, le transport fluvial est un atout par rapport à ça, parce qu'il permet de coller au rythme de creusement des tunneliers. Ça, c'est un enjeu économique que j'ai appris il y a 3 jours. Ça coûte j'allais parler trivialement, ça coûte très cher d'arrêter un tunnelier. Exactement. Il faut coller au rythme de creusement du tunnelier. Donc et singulièrement, il n'y a pas beaucoup de place pour stocker les déblais à l'endroit où se fait le creusement du tunnelier. Donc il faut être capable d'évacuer à un rythme qui correspond exactement au rythme de creusement des tunneliers. Et si possible, sans générer des norias de camions. Et donc le transport fluvial est vraiment très adapté pour ça. Donc là, ça a commencé ? Oui, tout à fait. Globalement, d'ores et déjà, en 2018, on a eu
pas uniquement sur ces chantiers-là, mais sur l'ensemble des chantiers en Ile-de-France, 4 millions de tonnes évacuées par le fleuve. Merci beaucoup. Le temps passe, on va bientôt faire une pause, et puis le temps de s'y rendre est quand même important, c'est un peu loin. Donc je vais vous demander de conclure chacun, je sais pas, sur tout ce qu'on a dit, quel mot de la fin pour mettre en perspective tout ça, si vous voulez bien. Alors, merci. Il y a un point sur lequel je voulais peut-être insister en conclusion, c'est que le métier de la logistique, tout le monde le voit comme étant un métier physique, un métier du hardware, de l'immobilier, des véhicules, etc. Je voudrais juste mentionner que tout ça ne fonctionne rien sans du software poussé à un niveau extrêmement élevé aujourd'hui. C'est un métier d'intégration informatique très fort, c'est un métier de traçabilité, c'est un métier d'information et de développement de vrais savoirs. On utilise déjà l'intelligence artificielle depuis 5 ans pour optimiser les processus industriels et aujourd'hui beaucoup plus pour satisfaire les besoins de nos clients. Et puis je pense qu'avant tout, pour que tout ça puisse avoir lieu, c'est un métier humain, c'est un métier de proximité. La logistique urbaine, c'est peut-être aussi le retour du, comment dirais-je, de l'alliance entre ce hardware, ce software, ces livraisons de marchandises, et puis les personnes qui les reçoivent. Et c'est aussi un peu l'état d'esprit de l'opérateur que l'on veut mettre en place, c'est-à-dire c'est faire en sorte que ce système sanguin qui irrigue l'économie de notre pays, de nos villes, eh bien, il puisse fonctionner de mieux en mieux par rapport à des évolutions de plus en plus rapides des modes de consommation et des besoins des entreprises. Donc ça, c'est pour moi, je pense que, le mot de la fin, ça veut dire que c'est un métier qui s'adresse aux êtres humains avec des êtres humains et que c'est un véritable métier d'avenir pour les villes et les métropoles et pour tous. Vous nous dites un mot sur pourquoi vous avez pris une de vos filiales, DPD, pour ne pas la citer, a pris une emprise importante, un bail important à Chapelle Internationale. Vous nous expliquez en 2 mots l'idée? Parce que la Sogaris s'était bien placée et que de ce fait-là, dans notre schéma industriel de développement de plus en plus important de nos volumes et de distribution de proximité, il était important que nous soyons sur le meilleur emplacement. Chapelle Internationale en est un. Et nous avons continué notre partenariat industriel avec le fait de gagner l'hôtel de logistique urbaine du Quai de Bercy, si je ne me trompe pas sur le nom. Où là aussi c'est un centre international extrêmement important. Et là, on remonte dans notre partenariat puisque on va même le construire ensemble dans les années à venir. Jonathan, le mot de la fin. Le mot de la fin. Il y a tellement de choses à dire. Peut-être simplement, parce que le sujet c'est la question du Grand Paris. Et je pense qu'au-delà du Grand Paris, c'est la question de l'attractivité d'un projet territorial comme celui du Grand Paris par rapport à d'autres grandes villes européennes ou au mondial. Je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure aujourd'hui du défi stratégique que constitue la construction d'une infrastructure de logistique urbaine, en tout cas logistique immobilière, autour du Grand Paris pour assurer l'approvisionnement de la métropole dans des conditions qui sont optimales. C'est un secret pour personne, mais Antoine Berbin l'a dit avant moi, c'est évidemment une condition de rayonnement. Si demain on expliquait que les marchandises ne pouvaient plus arriver au cœur de Paris, de fait, ça poserait un problème important. Or, cet enjeu stratégique aujourd'hui, ce n'est pas une question que nous nous posons simplement ici. C'est une question que se posent bon nombre de grands investisseurs, de grands utilisateurs. Et moi, j'insiste souvent là-dessus. Les collectivités locales, les territoires, peut-être même l'État, doivent pouvoir nourrir une vision très claire de ce que peut être pour eux une stratégie qui consiste à maîtriser, ou sinon maîtriser, au moins accepter ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils ne maîtrisent pas de cette infrastructure logistique qui va structurer la vie des grandes métropoles. Rendons-nous compte, aujourd'hui, les investissements en logistique, ils sont quand même structurés par 3 grands acteurs. Le premier est américain, le deuxième est britannique, enfin 4, mettons. Il y en a un qui est australien, il y en a un qui est chinois. Voilà. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a pas de français. Okay, c'est une question stratégique que doivent pouvoir se poser pour moi les décideurs du Grand Paris. Deuxièmement, vous le savez, les utilisateurs, les acteurs du e-commerce, les acteurs du commerce, enfin de la grande distribution, sont aussi, pour certains d'entre eux, des géants
qui viennent bouleverser fondamentalement l'échiquier concurrentiel. On va citer Amazon, on va citer Alibaba, ce sont des gens qui font globalement le marché de la logistique et de la logistique urbaine. La Poste en sait quelque chose. La construction aujourd'hui de cette infrastructure en réseau, c'est évidemment une réponse à l'optimisation du fonctionnement logistique. Il est aujourd'hui profondément désoptimisé. 20% des camions, estime-t-on, circulent vides à Paris. C'est quand même une aberration quand on sait ce que sont les problématiques de circulation. Mais ce n'est pas que ça. C'est une vraie problématique stratégique de concurrence internationale et un projet, un territoire comme le Grand Paris doit aussi pouvoir affronter ces questions-là et apporter des réponses. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous les trois.